Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Afriquely, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter le roman Deux grands hommes et demi de l'auteur Diadier Dembélé. Alors, Diadier Dembélé est né au Mali. Il est diplômé du master de création littéraire de l'université Paris 8. Il a également travaillé en tant qu'interprète au sein d'une association d'aide aux migrants. Et en 2022, il a obtenu le prix littéraire de la vocation pour son roman Le duel des grands-mères. Alors, le roman Deux grands hommes et demi, c'est le récit de deux amis, Mantia et Toko, qui se connaissent depuis l'enfance. Donc, ils se sont connus dans leur village au Mali. Et dans cette histoire, on va découvrir comment les deux amis vont se retrouver en France. C'est Mantia qui est le narrateur. Et au début du roman, on retrouve Mantia dans un centre de rétention en France, parce qu'il est sans papier. On le retrouve face à un juge et accompagné d'un interprète. Et face à ce juge, Mantia va raconter tout son périple. Il va raconter tout son parcours depuis son village au Mali, en passant par Bamako, et enfin son arrivée et sa situation en France. Et en France, les deux amis seront hébergés par le cousin de Mantia, qui s'appelle Samba. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un roman court, plus ou moins 220 pages, et il est découpé en petits chapitres. La langue est très vivante, il y a beaucoup d'images, et c'est un vocabulaire très créatif. Et tout à l'heure, je vais vous lire des extraits pour mieux entendre cette langue. Et aussi, ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est que j'ai beaucoup ri, parce que les thématiques sont dures, les thématiques sont très lourdes, mais néanmoins, on rit beaucoup en lisant ce texte. Alors justement, ce texte est traversé de nombreuses thématiques. Alors la grosse thématique, c'est l'exil et l'immigration, mais il y a aussi la vie au village, les contraintes familiales, l'obéissance aux parents, à la famille, les rapports parents-enfants, les bouleversements politiques et leur impact, le changement climatique. Et vous verrez tout à l'heure avec l'interview de l'auteur Diadier Dembélé, il y a encore d'autres thématiques qu'il va développer. Parce que moi, j'ai décidé de développer deux thématiques. Tout d'abord, l'amitié. Une amitié indéfectible lie Mantia et Toko. Ils se sont connus dès l'enfance au village, mais ils viennent de milieux différents. D'un côté, la famille de Mantia a subi ce qu'on pourrait appeler un déclassement social. C'est une famille qui a perdu son aisance matérielle. Et la famille de Toko, c'est une grande famille de notables, on peut dire, parce que c'est une grande famille fondatrice du village. Et pour illustrer cette amitié, je vais vous lire un extrait. Si Toko, mon ami jumeau, mon ami de même mère, mon ami couché-levé, mon ami sérieux, mon ami de cœur était là, il aurait pu témoigner. Il était là quand ça a commencé. Il était avec moi au village, puisque tout ceci a commencé au village pendant l'hivernage de mes 18 ans. Et ici, un autre extrait qui illustre encore cette amitié. Alors, c'est un petit extrait qui est plus loin dans le récit, qui est un peu, vers le milieu du récit, quand les deux amis se retrouvent à Bamako. Ce qui est certain pour moi, nos retrouvailles à Bamako me confortent dans une conviction, que je le veuille ou non, nos deux vies sont liées.
Alors, l'autre thématique que je voulais développer, c'est l'immigration. Alors, dans ce livre, on va voir Mantia être attaqué de tous les côtés. D'une part, il a ce grand problème administratif parce qu'il est sans papier. Et d'un autre côté, il va voir un membre de sa famille, son cousin, profiter de lui parce qu'il est dans une situation difficile. Oui, Mantia est sans papier, mais il travaille. Mais comme il est sans papier, il n'a pas droit à avoir un compte bancaire. Et pour économiser son argent, il le met sur le compte de son cousin Samba. Et un jour, par rapport à cet argent, Mantia va demander des comptes à son cousin. Et là, je vais vous lire un extrait. On va voir comment ça s'est passé. C'est quel merci qui ne finit pas. J'ai remboursé en intégralité mon billet. Je t'ai offert 3 billets aller-retour pour le Mali. Je paie ma part de loyer et la nourriture. Seulement parce que j'héberge mon argent sur ton compte bancaire, tu vas essayer de me faire monter sur un arbre pour sectionner le tronc. Nos cris alertent Toko qui arrive et me met en garde. On ne parle pas à son grand frère de la sorte. Sois patient, Mantia. Sinon, tu risques de t'attirer une malédiction. Ensuite, il se tourne vers Samba. Je t'en supplie, à cause de ce qui lie nos deux familles, sois patient avec ton petit frère. Patience. Face à l'intervention de Toko, Samba fait semblant de se calmer. Quelques minutes après, j'essaye d'ouvrir le placard pour prendre une chemise. Il passe derrière moi et me plaque contre le mur. Instinct de survie dans mon nez, je lui donne un violent coup de coude dans le ventre. Il crie partout, partout. « Mantia m'a frappé! Mantia m'a frappé !» Et malgré tous ces problèmes et malgré toute cette vie difficile, Mantia, chaque fois qu'il va communiquer avec sa famille, rester au pays, il va jamais mentionner toutes ces difficultés. Au contraire, il va plutôt totalement embellir la vie qu'il mène à Paris. Et à ce sujet, je vais vous partager un extrait. Pendant que je dors encore dans le couloir avec Toko entre cafards et mouches sur des couvertures à l'odeur repoussante, ma langue est enroulée dans le mensonge que Samba nous a bien accueillis dans son grand appartement situé en plein centre de Saint-Denis, où nous sommes censés avoir chacun notre chambre et un grand salon pour nous détendre. Alors je vous invite à vous plonger dans la lecture du roman Deux grands hommes et demi de l'auteur Diadier Dembélé. Alors Africali, c'est fini pour aujourd'hui. Je reviens très très vite et je vous laisse avec l'interview que j'ai eu l'honneur et la chance de mener avec le jeune auteur Diadier Dembélé lors du dernier salon Atlantide de Nantes. À très bientôt et bonne écoute. Diadier Dembélé, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, moi je viens vous interviewer sur votre dernier roman, donc Deux grands hommes et demi. Alors on va commencer par le titre, qui est une référence littéraire. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre? Alors, il y a 3 raisons et je vais commencer par celle qui paraît évidente pour la plupart des gens, c'est qu'il y a Sony Laboutancy et Sa vie et demie que j'ai lu comme bon nombre de jeunes Africains, par même l'absurdité en fait, la résistance à la mort, cette situation absurde, et quelque chose de presque mystique. Et au moment de choisir le titre, j'ai pensé à ça parce que la situation dans laquelle se trouve le narrateur Mantia est aussi absurde
parce que il n'est pas en prison, il n'est pas non plus dans un hôtel, il est dans ce qu'on appelle un centre de rétention administratif, dans lequel il est privé de sa liberté. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le DMI apparaît pour faire référence à Somila Boutansi. Le demi également parce que l'expression existe en bamanan, qui est la langue la plus parlée au Mali. Donc, pour désigner les hommes valeureux, on dit de grands hommes et demi. Ça se dit Tchek Kamalin Korafla Anikla. Et le demi aussi, plus tard, j'y ai pensé à quelque chose de la construction de l'écrivain qui veut forcément trouver des sens aux choses. C'est l'amitié entre Toko et Mancha. C'est-à-dire que dans la cosmogonie bamanan, et donc on reste sur l'ethnie bambara, les choses, les liens qui unissent les humains ont des âmes. Le mariage a une âme, l'amitié a une âme, les liens de parenté, etc. Donc cette âme ne pouvant pas être une âme pleine, une âme entière comme les êtres vivants. Donc c'est une demi-âme et ce demi est là également pour signifier cette amitié profonde entre les deux. Ok. Et on est toujours au début du livre. Alors moi, je me posais une question par rapport à la citation qui ouvre le livre. Vu la thématique du livre, je me demande est-ce qu'elle aurait pu être aussi mise en conclusion. Donc je vais la lire. Alors, si l'on pouvait se balader avec une maison sur la tête, nul ne serait étranger sur cette terre. Proverbe malien. Est-ce que c'est juste ou pas? Moi, je me dis, tiens, vu toutes les thématiques, ça aurait pu être mis à la fin aussi. Ça apparaît quelque part dans le texte. À un moment donné, Mancha est dans une manifestation, un jeune homme surgit de nulle part et lui dit rentrez chez vous, enfin quelque chose de cet ordre-là. Il lui dit ça, mais dans sa langue, donc la personne ne comprend pas. Et c'est un proverbe que j'entendais souvent parce que, comme dans la plupart des villes africaines, il y a les cours communes, donc les habitations communes, et parfois les propriétaires vivent dans la même cour que les locataires, et les locataires viennent du village, et parfois dans leur village, ils ont des grandes maisons, ils sont propriétaires terriens, mais quand ils viennent dans la ville, ils vivent dans un studio entrecouché, donc quand ils en ont ras-le-bol d'être harcelés pour la petite pièce, ils disent oui, mais voilà, si on se baladait avec la maison, je ne serais pas ici chez toi. Donc c'est ce proverbe-là que j'entendais. Et je me suis dit que ça correspond non seulement à l'exode rural, mais aussi à l'immigration, parce qu'ici on vit dans des petits studios, dans des petits appartements, alors qu'au pays on a des grandes villas, des choses comme ça. Donc oui, si on pouvait se balader avec, effectivement, on serait tous des princes avec nos maisons sur la tête en train de voyager. Oui, et quand avez-vous décidé d'écrire ce livre et comment vous est venue en fait l'idée, quoi? Alors, pendant très longtemps, j'avais envie de raconter une histoire de l'immigration qui se passait en France, parce que je suis originaire d'une région dans l'ouest du Mali. Il y a eu une forte immigration dans les années 70 jusqu'à 90. D'ailleurs, la plupart des Maliens en France viennent essentiellement de cette région-là. Donc, depuis tout petit, j'entendais des histoires des gens, soit qui viennent en France, qui réussissent, qui construisent des maisons, ou au contraire, qui se font refouler, donc qui deviennent... Excusez-moi, c'est quelle région? La région de Caille, la région de Caille, dans l'ouest du Mali. Donc, j'avais envie de raconter une histoire de cette sorte-là, mais comme toujours, ça met du temps. Déjà, parfois, on se sent illégitime. Je ne pensais même pas à devenir écrivain. Même ensuite, quand j'ai commencé à écrire de manière sérieuse dans ce master des créations littéraires, je voyais quand même que beaucoup de gens avaient déjà traité le sujet et que peut-être que ça n'en valait pas la peine que j'en fasse autant. Mais c'est après, peut-être, dans le travail d'interprète, que je me suis vraiment mis dans une forme de réflexion en disant est-ce que le travail même que je faisais ne participait pas quelque part à une forme de collaboration avec l'administration française, parce que les personnes pour lesquelles j'interprétais parfois m'insultaient à demi-mot en disant traître ou des choses comme ça. Enfin, c'était jamais clair comme ça. Ou quand on me demandait de l'aide et que je disais que j'étais simplement là pour traduire, on sous-entendait que tu es de leur côté et pas des nôtres. Donc, c'est vraiment à partir de là que ça m'est venu l'idée de défendre quelque part les interprètes, mais en même temps de mettre en scène cette traduction-là sous contrainte à la fois pour
la personne exilée, mais aussi pour l'interprète, et montrer aussi le parcours. Et j'ai fait exprès de le situer dans les années 80 et 90 pour l'éloigner de l'actualité, voilà, de cette période contemporaine-là, mais aussi surtout pour évoquer la question des sans-papiers de l'église Saint-Bernard en août 96, que j'ai découvert aussi dans les archives et qui m'a, enfin, ça m'a à la fois blessé de voir la vidéo dans laquelle on prend la hache, on défonce la porte de l'église, mais à la fois je me suis dit que oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui en fait, cette violence avec laquelle la France ou certains pays européens accueillent notamment les personnes originaires d'Afrique. Ok. Alors, dans les thématiques, évidemment, c'est l'exil et l'immigration, les grosses thématiques. Oui. Mais est-ce que ce roman est parcouru par d'autres thématiques aussi que vous avez voulu mettre en avant? Oui, évidemment, il y a d'abord entre Mantia et son père Massiré ces rapports à la fois pour le père d'avoir été déclassé socialement parce qu'il est issu d'une lignée de commerçants et c'est lui qui a fait faillite. Donc il voudrait que son fils gagne de l'argent, fasse sortir la famille de la misère. Donc, et de l'autre côté, Mantia qui se sent obligé d'obéir à son père parce que c'est comme ça au village. Un enfant obéit obligatoirement à ses parents, quelle que soit leur décision, leur avis. On ne les contredit pas. On accepte donc montrer cette violence-là parce que c'est finalement ça qui va pousser Mantia à l'exil. Lui, il ne voulait pas partir. C'est son père qui décide pour lui, donc il se retrouve sur les routes. Et l'autre thématique aussi que je voulais aborder dans la question, c'est la manière dont les croyances traditionnelles influent sur, certaines personnes deviennent défaitistes parce qu'elles se pensent maudites, soit parce qu'un ancêtre a commis quelque chose de mauvais, ou bien pour le cas de Mantia, avant son voyage, il est parti consulter un marabout qui lui a donné des instructions à faire. Dans un premier temps, il était content parce que il a obtenu rapidement son visa, mais à la fin du roman, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même interprétation qui survient. Donc il y a de ces choses comme ça, aussi le rapport même entre étrangers, parce que Mantia et Toko vont habiter d'abord chez le cousin Samba, qui n'est pas tout à fait honnête avec eux. Donc, je voulais aussi montrer ces rapports-là, au-delà du fait de dire simplement que c'est l'administration française qui brime les étrangers, mais aussi entre personnes étrangères, ceux qui sont déjà régularisés parfois profitent de la fragilité de leurs compatriotes sans papier pour les exploiter. Belle thématique. Alors, pour terminer cette courte interview, est-ce que vous pourriez nous lire une page? Ah, c'était 150. 152. Ah. Monsieur, croire que c'est fini, on ne peut pas. Quand tu penses avoir vu la queue de la vie serpenter en France, une nouvelle tête apparaît. On ne finit pas de laver les assiettes au nouveau foyer que Samba arrive avec une histoire d'intérim générée par on ne sait plus quel esprit futé de l'univers. Il dit sans passer par 4 chemins que Toko et moi allons travailler pour une agence d'intérim. Ça sera aléatoire, donc autant nous habituer à la surprise et ne rien organiser à l'avance. Nos jours et nos semaines seront remplis selon le bon vouloir des patrons. Parfois, il n'y aura pas de travail durant un mois et nous ne le saurons pas à l'avance. Et parfois, nous enchaînerons des semaines de travail sans repos. Étant donné que les chemins sont compliqués pour les nouveaux que nous sommes, lui-même va faire un détour pour nous accompagner et nous indiquer la route pendant une semaine. Mais au-delà de cette possibilité, nous devons nous débrouiller par nos propres moyens. Il nous rassure quand même. D'ici là, nous aurons déjà sympathisé avec d'autres qui pourront nous indiquer les routes labyrinthiques du métro parisien. Nous nous levons à 5 heures le matin, marchons jusqu'à l'arrêt de bus pour ensuite prendre le métro. C'est dans ça nous arrivons dans le monde du béton. Il ne faut pas voir les Mahamadou bruyant au foyer comme des perroquets, baisser la tête et travailler dans le bruit infernal des machines, comme si on leur avait arraché leur sac à mots, suivant les uns les autres, englués dans une chaîne. Tout ça parce que les Portugais, dont je découvre l'emprise sur le milieu des chantiers, ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne parlent pas notre langue. Nous ne parlons pas la leur. Mais la férocité qui s'échappe de leur gosier au moment adéquat suffit à nous orienter sur les voies qu'ils désirent. Ils se moquent de notre manière de manger avec la cuillère et restent plantés à nous superviser toute la journée jusqu'à ce qu'ils décident que c'est fini. Merci beaucoup.